Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Virginie Ducrot, chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, la CPAM. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire intitulé Prévention et dépistage du cancer du col de l'utérus. Et je vous remercie pour votre participation et l'intérêt que vous portez justement à ce webinaire. Donc, sachez que chaque année en France, le cancer du col de l'utérus touche près de 3000 femmes et cause environ 1000 décès. En France, c'est le 12e cancer féminin le plus fréquent. Par contre, il peut être évité notamment grâce à la réalisation d'un examen de dépistage, un geste simple mais d'une importance capitale, car plus un cancer est détecté tôt, plus il a des chances de guérison importantes. Donc justement, en cette période que nous vivons, la sensibilisation au dépistage des cancers est très importante pour éviter les retards de diagnostic. C'est pour cette raison que nous vous proposons des webinaires sur ces thématiques, justement. Donc, pendant la présentation qui sera réalisée par le docteur Baro Krabé, qui est médecin au Centre régional de coordination des dépistages des cancers dans le Tarn, le CRCDC, cette présentation durera environ 20 minutes. Vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois nous poser toutes les questions que vous voulez dans l'onglet discussion et nous répondrons à la fin du webinaire à toutes les questions que vous nous aurez posées. Sachez aussi que dès demain, le replay de ce webinaire sera sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Donc, vous pourrez aller le regarder et voir si vous avez des choses à revoir et à approfondir. Donc, je vais maintenant vous laisser avec le docteur Barraud pour la présentation du diaporama. Et nous reviendrons après pour répondre à toutes vos questions. Donc, docteur, c'est à vous. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Bien, bonjour à toutes. Merci pour votre présence, pour le temps que vous accordez. C'est très important d'être renseigné et ainsi de pouvoir mieux se prendre en charge. En fait, c'est tout l'objectif de notre présentation. Donc aujourd'hui, je suis amené à vous parler de la prévention du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc vous allez suivre avec moi sur les diapos qui sont présentes. Merci donc à la CPAM du Tarn pour l'organisation de ces moments. Vous savez que je suis responsable du Centre de coordination de dépistage des cancers dans le Tarn. Et nous nous occupons que du dépistage des cancers, du sein, du col de l'utérus et du côlon. Voilà. Et vous pouvez donc prendre contact avec nous comme vous voulez et quand vous voulez pour des choses qui n'ont pas été très comprises. Alors, on parlera donc du cancer du col de l'utérus, la place de ce cancer dans la société française, le programme même de dépistage, pourquoi il faut le dépister et quels sont les résultats qu'on a. Et puis finalement, effectivement, vous aurez à poser des questions, soit dans le chat là, pendant que je parle, on pourra vous répondre juste après, ou peut-être après, complètement, vous posez toutes les questions, nous sommes là pour vraiment vous répondre. Alors, le cancer du col de l'utérus, pour nous, c'est un enjeu de santé publique. C'est vrai que c'est le 4e cancer de la femme dans le monde, hein. 85% des cas dans les pays en voie de développement, essentiellement. Donc, ça a une place très importante dans les pays en voie de développement. Chez nous, en France, on a l'impression, effectivement, que c'est moins grave parce que chaque année, on a environ 3000 femmes qui font un cancer du col de l'utérus et il y en a un peu plus de 1000 qui en décèdent. Par rapport, en fait, aux pays en voie de développement, c'est peu parce que c'est la 10e cause de décès par cancer chez la femme en France. Mais pour nous, 3000 nouveaux cas, c'est beaucoup. Et 1000 femmes qui décèdent de ce cancer, c'est encore trop. On pourrait, en fait, empêcher ces 1000 décès-là. C'est pourquoi on a mis en place ce dépistage-là. Voilà. On sait que quand on ne se dépiste pas, l'âge moyen où on découvre ce cancer chez la femme, lorsque le cancer se manifeste avec ses symptômes, tout ça, c'est autour de 55-56 ans. Et puis, environ 10 années après, on a un âge moyen de décès lié à ce cancer. Retenez que c'est un cancer qu'on peut totalement éviter. Donc, empêcher ces nouveaux cas, surtout empêcher ces 1100 décès. Alors, pourquoi on a ce cancer? Ce cancer du col de l'utérus est essentiellement dû au papillomavirus humain qu'on appelle l'HPV.
c'est un cancer donc dû à une maladie sexuellement transmissible. Alors, le virus, aujourd'hui, on parle de virus de corona. Il y a plusieurs en fait, types différents d'un même virus et l'HPV a plus de 200 types différents d'HPV. Mais parmi ces 200 types, il y en a un petit nombre qui sont très agressifs et qui sont responsables des cancers. Il y en a environ 13, qu'on dit à haut risque oncogène. Naturellement, quand vous avez en fait des rapports sexuels, hein, majoritairement environ 85 à 90% des individus en fait sur la Terre, en France, qui ont des rapports sexuels sont en contact avec ce virus-là. C'est comme si on s'infecte, mais on n'a pas de symptômes, il n'y a pas de manifestation physique et 90% en fait des infections sont naturellement éliminées dans les 2 années qui suivent. Après, vous êtes infecté et vous ne faites aucun signe, aucun symptôme. Donc, c'est une maladie très répandue. Comme je disais, plus de 85% de la population qui a des rapports sexuels longs, mais on ne fait presque jamais la maladie. Et c'est ce qui fait que, évidemment, on répand cette maladie. Mais lorsque le virus est présent et qu'il entraîne une maladie, évidemment, ce virus, plus tard, peut agir sur votre col et est responsable de 100% des cancers du col de l'utérus, en tout cas 100%, 90% environ des cancers de l'anus, on dit 35% environ des cancers de l'oropharynx. En fait, vous allez voir que tous les organes en fait, qui interviennent dans les rapports sexuels sont susceptibles en fait, d'avoir des lésions à cause en fait, de ce virus-là. Alors, comment ça se passe? C'est que vous avez une infection, vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui a l'infection, et ça dépend si c'est un virus à bas risque, ben, il n'y a pas de souci, mais des fois, vous êtes en contact avec le virus à haut risque. Alors, logiquement, il doit, en fait, dans les 2 ans, disparaître. C'est ce qu'on appelle la clairance, c'est-à-dire au début des rapports sexuels, vous en avez assez et au fur et à mesure, eh bien, ça baisse. Donc, chaque fois, peut-être que vous avez des rapports, peut-être que vous réinfectez, c'est possible, mais au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, l'infection, c'est comme s'il disparaît. Il arrive que, effectivement, si vous avez trop d'infections, trop de contamination, ou bien si vous avez un terrain peut-être pas trop assez capable de combattre, l'infection, au lieu de disparaître complètement, il va rester un peu, et puis ces virus-là qui vont rester, vont se transformer, donc le virus va persister et se transformer. Et lors de la transformation, il va toucher en fait les cellules du col de l'utérus qui vont réagir et qui vont peut-être, au lieu de se diviser correctement, commencer à se diviser, mais de manière anormale, sous l'influence de ces virus. Et puis finalement, on va aboutir au cancer, à celui cancéreuse véritablement. Voilà. Donc, vous voyez que près de 85% de la population peut-être est infectée, mais à peine 0,01% de femmes font l'infection, la maladie réellement. Et pour qu'on puisse avoir le cancer, il faut que le virus persiste, ce soit d'abord de haut risque, qu'il persiste, qu'il se transforme avant d'aboutir au cancer. Et évidemment, selon ce schéma, ça met plus de 10 ans, entre 10 et 15, quelquefois même une vingtaine d'années. Quand on sait cela, comment on réagit finalement? On se dit qu'on sait comment l'infection arrive, on sait comment l'infection évolue, donc on peut faire quelque chose à tout moment. Premièrement, on pourrait dire empêcher l'infection, mais bon, empêcher l'infection, c'est empêcher d'avoir des rapports sexuels, ce qui est impensable. Donc, puisqu'on a des rapports sexuels, on va peut-être aller chercher et voir si on a une infection, quel type d'infection, est-ce que c'est une infection avec des virus très résistants, contagieux, et comment le col de l'utérus réagit, est-ce que les cellules commencent à se transformer, et ainsi de suite. Donc, c'est tout l'importance du programme de dépistage. On va aller chercher une infection peut-être présente, transformante, ou bien on va essayer de trouver des cellules du col de l'utérus qui réagissent à l'infection et qui sont en train de se transformer en cellules cancéreuses, quelquefois qui ne sont pas encore cancéreuses. Et même, on peut découvrir des cellules cancéreuses, mais qui n'ont pas encore vraiment d'impact, entraîner une réelle maladie.
et donc agir sur le col et ainsi complètement être guéri. Voilà l'objectif du dépistage, de telle sorte qu'on ne puisse plus mourir de cette maladie-là. Donc, on va éviter les cancers, éviter donc des décès, on va gagner des années de vie. Et puis, si on a un cancer qu'on le découvre tôt, les traitements sont moins lourds et surtout beaucoup plus efficaces. Et évidemment, on a moins de séquelles. Alors, quand on sait cela, mais pourquoi est-ce que finalement, eh bien, il y a des problèmes au niveau du dépistage? Évidemment, c'est parce que souvent, il y a un mauvais dépistage. Quelquefois, les femmes font un frottis et puis elles reviennent 10 années après ou 15 années. Ou bien elles se disent, elles sont ménopausées, donc ça ne les concerne plus peut-être, donc elles n'en font plus le frottis. Donc 70% environ ne se dépistent pas ou font un mauvais dépistage, c'est-à-dire l'intervalle de temps n'est pas respecté. Et puis d'autres fois, évidemment, c'est un mauvais dépistage, soit un mauvais prélèvement, la qualité du prélèvement n'est pas intéressante, ou bien on a prélevé, mais la lecture, parce qu'il peut avoir, c'est très rare, mais ça arrive, qu'on puisse se tromper sur la lecture peut-être des cellules cancéreuses qui sont là. C'est pourquoi il est intéressant, évidemment, de refaire en fait, les dépistages à un certain intervalle de temps. En France, le dépistage concerne un frottis. Alors, il y a un frottis, mais pour deux types d'examens. Premièrement, entre 25 et 29 ans, on fait ce qu'on a toujours fait depuis des années chez la femme, c'est un frottis dit cervico-utérine, c'est-à-dire, lors de l'examen, on va gratter un peu le col pour récupérer des cellules et voir si ces cellules n'ont pas commencé à se transformer en cancer. Et puis, depuis quelques années, et selon les préconisations de la Haute Autorité de Santé, on va plutôt faire le même frottis, mais cette fois-ci, ne pas aller chercher des cellules du col, mais voir s'il y a la présence de ces HPV, c'est-à-dire ces papillomavirus très oncogènes, c'est-à-dire à haut risque, à partir de 30 ans. Et si vous n'en avez pas, comme on sait que le temps que l'infection arrive, qu'il entraîne des répercussions sur les cellules, que les cellules même évoluent, deviennent cancer, il faut en 10, 15 ans, mais quand le test HPV est négatif, évidemment, vous refaites un examen tous les 5 ans. Donc, lorsque vous avez entre 25 et 29 ans, vous faites un frottis cervico-utérin, c'est tous les 3 ans. Quand vous avez à partir de 30 ans, c'est un test HPV, c'est tous les 5 ans. Et lorsque l'un des deux tests est positif, évidemment, vous faites d'autres examens complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce qu'on appelle le double marquage immunocytochimique. Ça vient après que peut-être l'un des tests soit positif. Donc, en pratique, vous avez un frottis du col de l'utérus, frottis cervico-utérin pour les cellules, ou frottis toujours, mais HPV. C'est un examen très simple, hein, qui ne prend que quelques minutes. Il se fait juste en position gynécologique. C'est pourquoi il faut se déplacer, rencontrer son gynécologue ou son médecin traitant ou sa sage-femme. Et quelquefois même, il y a des laboratoires biologiques qui peuvent vous faire ce prélèvement lorsque c'est le test HPV. Certains laboratoires peuvent le faire. Donc, tous les professionnels de santé que vous avez habituellement, vous rencontrez habituellement peuvent vous faire ce prélèvement, ou bien certains laboratoires biologiques pour le test HPV. Si les résultats en fait, sont suspectés quelques anomalies, évidemment, on vous dira de pratiquer d'autres examens complémentaires. Et on pourra répondre à toutes les questions que vous voulez. Donc, ceux qui rentrent dans ce dépistage, eh bien, soit c'est un médecin, gynécologue généraliste, une sage-femme, des laboratoires. On a aussi mis les centres d'examen de santé de l'assurance maladie où vous allez quelquefois faire un bilan de santé. Et donc aussi, dans ces centres-là, des professionnels de santé qui peuvent faire ce prélèvement, ou bien même au niveau des centres de planification d'éducation familiale, il y a cette possibilité aussi. Donc, vous voyez que vous avez eh bien, tout un armada de spécialistes, de possibilités pour faire ce test-là. Alors, je disais tout à l'heure, les femmes de 25 à 29 ans, c'est un dépistage par frottis, et puis au-delà de 30 ans, eh bien, un test HPV. Le frottis, on en fait le premier à 25 ans. Lorsqu'il est négatif, on vous refait un autre frottis une année après. Donc, on va dire à 26 ans. Et c'est quand ce deuxième frottis, parce que les deux premiers frottis doivent être en intervalle d'1 an. Lorsque les deux premiers frottis sont négatifs, on vous a fait un tous les 3 ans. Donc, on va dire à 26 ans, vous avez
le troisième frottis à 29 ans. Et puis, comme après, vous basculez au-delà de 30 ans, on vous fait donc, à partir de 32 ans, on va dire, le premier test HPV. Et s'il est négatif, vous faites un test HPV tous les 5 ans. Donc, vous avez donc cette flèche que je vous ai mis là, 25 ans, premier frottis cervico-utérin, 26 ans le deuxième, 29 ans le troisième frottis cervico-utérin. À partir de 32 ans, premier test HPV. Mais si vous n'avez pas fait du tout de test de frottis cervico-utérin avant vos 30 ans, que c'est maintenant que vous commencez, vous voulez prendre la décision, eh bien, vous allez directement à commencer à faire un test HPV. Et lorsqu'il est négatif, vous en faites un tous les 5 ans. Vous voyez que vous n'êtes pas embêté, vous avez tout le temps, tous les 5 ans, de faire juste un frottis pour test HPV. Alors, les statistiques ont montré que à peine une femme sur deux, en fait, réalise, en fait, font le test, mais sous-optimal, c'est-à-dire qu'il y a des intervalles supérieurs à 5, 6, souvent voire 10 ans. Il y en a d'autres qui font le test, mais alors là, elles se précipitent, elles en font presque tous les ans, et ce qui n'est pas intéressant parce que vous créez, en fait, chaque fois que vous faites des tests, des stress, et puis tous les ans, et ça n'a pas plus de valeur que lorsque c'est fait tous les 3 ans ou 5 ans, le test HPV. Il y a à peine, même pas 10% de femmes qui respectent textuellement un frottis tous les 3 ans cervico-utérin, ou bon, le test HPV, c'est maintenant que ça va commencer, hein, donc on n'a pas encore de données sur les réactions des femmes pour ce test-là. Alors, je l'ai dit dès le départ, le dépistage, c'est pour vraiment éviter des cancers ou en guérir. 90% des cancers peuvent être guéris grâce au dépistage, peuvent être évités grâce au dépistage. Franchement, et c'est pourquoi nous sommes encore assez surpris qu'il y ait 3000 femmes qui font ce cancer et qu'il y en a 1000 qui en décèdent. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, si toutes vous réagissez, que vous vous intéressez à votre santé, que vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous pourrez éviter cette maladie. Il y en a tellement d'autres qu'il est toujours intéressant d'en éviter un et de ne pas avoir de soucis concernant cette maladie. Le dépistage a été mis en place aussi pour réduire ce qu'on appelle les inégalités, parce que quelquefois, eh bien, bon, on n'a pas les moyens à avancer pour peut-être l'analyse du prélèvement. La Sécu prend en charge 100%. Ensuite, quand on met en place un programme de dépistage organisé, il y a plusieurs critères de bons résultats, de surveillance du dépistage. Donc, on va améliorer en fait la pratique des professionnels de santé. Et puis, les performances même du dépistage sont tout le temps analysées, évaluées pour que vous soyez réellement bien pris en charge. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on vous invite à réaliser un test. Notre objectif, c'est de réduire le nombre de décès. 30%, on aurait pu mettre 50, 70%. On se dit à 30% à 10 ans parce que, évidemment, on espère que toutes les femmes participent, mais nous avons un vrai objectif de 80% de participation et puis, évidemment, de réduire toutes les inégalités. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes vivant en France puissent participer à ce dépistage-là sans souci. Alors, la grande ligne, c'est qu'on vous fait un prélèvement. On parle de cytologie amynoliquide. Lorsque le test est positif, il est pris en charge. En cas de lésion détectée, on vous prend en charge. On a tellement de préleveurs différents. Tout à l'heure, je vous ai montré la liste. Et c'est vraiment extraordinaire parce que nous allons améliorer la qualité du dépistage. Hein. Il y a beaucoup d'actions qu'on mène vers les professionnels de santé, vos médecins traitants qui ne le font pas depuis, on va les sensibiliser. Et si, malgré tout, ils ne le font pas, vous avez des sages-femmes, les laboratoires, toutes ces choses qui sont mises en place pour continuer à faire le test. Donc, si vous faites le test de dépistage vous-même depuis longtemps, c'est bien, continuez à le faire. Et puis, si vous ne le faites pas, c'est le moment d'intégrer, très franchement, le programme de dépistage organisé des cancers. C'est facile, c'est pour vous. Alors, pour toutes les femmes de 30 ans et plus, le prélèvement HPV, c'est ancré définitivement dans notre pratique maintenant. C'est ce que nous communiquons maintenant à tous les professionnels de santé. Eh bien, il faut y aller et c'est tous les 5 ans lorsque c'est négatif. Donc, il faut aller rencontrer votre professionnel de santé afin qu'il puisse faire ce prélèvement.
J'espère que ça va. Qui est concerné? C'est toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont apparemment en bonne santé. Hein. Quand on parle d'asymptomatique, elles ne font aucun symptôme particulier d'une lésion au niveau du col de l'utérus, y compris les femmes enceintes, les femmes ménopausées, même les femmes qui sont vaccinées. C'est très intéressant parce que depuis une dizaine d'années, on parle de vaccins contre l'HPV pour ne pas avoir le cancer. Mais les vaccins agissent sur un certain nombre limité des virus. Il y en a 13, on a vu tout à l'heure, qui peuvent donner les cancers. Les vaccins agissent sur environ 8, 9 en fonction des vaccins. Donc, il y en a encore 3 ou 4 qui ne sont pas pris en compte dans cette vaccination. C'est pourquoi, même si on a fait les vaccins, c'est vrai qu'on augmente notre chance de ne pas avoir de cancer, mais malgré la vaccination, il est quand même conseillé de faire toujours le dépistage par frottis. C'est très important. Même si vous êtes dans un état de santé particulier, immunodéprimé, eh bien, vous pouvez toujours faire ce dépistage-là sans problème. Alors, ceux qui ne sont pas concernés, ce n'est pas parce qu'on veut les exclure, c'est parce qu'elles suivent certainement déjà une certaine prise en charge. Les femmes avec ce qu'on appelle hystérectomie totale, c'est-à-dire les femmes chez qui on a enlevé tout l'utérus avec le col. Donc, puisqu'il n'y a pas de col, eh bien, on ne peut pas faire un prélèvement de col, aller faire un frottis. Et quand vous avez une hystérectomie totale, vous avez un suivi particulier avec votre médecin généraliste, votre gynécologue. Les femmes qui ont moins de 25 ans, franchement, on n'a pas besoin de faire des frottis chez elles. Parce que, comme on vous a dit, le temps qu'il y ait une infection, il faut laisser le temps à l'organisme d'éliminer naturellement ces infections. Et puis, si vous faites des frottis ou bien un test HPV avant 25 ans, vous allez découvrir que presque toutes les personnes qui ont eu des rapports sexuels sont infectées et vous risquez de faire des examens complémentaires pour rien parce que naturellement, ces infections vont peut-être disparaître. C'est pourquoi il faut attendre quand même à 25 ans et voir que l'infection persiste, voir que les cellules commencent à réagir pour pouvoir faire effectivement le dépistage. Si vous avez déjà des infections sexuellement transmissibles en cours de traitement, évidemment, on va prendre en charge tout ce traitement. Donc, vous avez un suivi particulier et comme si vous avez déjà peut-être des symptômes qui vous fait suspecter un cancer du col de l'utérus. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire un dépistage puisque vous aurez plutôt besoin d'un traitement ou d'un suivi spécifique avec le professionnel de santé. C'est très important de continuer son suivi que d'arrêter le suivi de vouloir refaire un test de dépistage alors que ce test de dépistage va nous amener à avoir des suivis si jamais c'est positif. Voilà. Donc, le circuit de dépistage, c'est quoi? À partir de 25 ans, nous recevons des caisses d'assurance maladie, nous, structure de dépistage, hein, nous recevons des caisses d'assurance maladie, des fichiers de population. Donc, si vous avez 25 ans, 25 et 65 ans, eh bien, nous recevons vos coordonnées. Nous, notre structure, nous organisons pour vous envoyer un courrier d'invitation. Lorsque vous n'avez pas déjà auparavant fait de tests, donc on envoie des courriers qu'aux femmes qui n'ont pas fait d'examen et vous allez donc, avec ce courrier, voir votre professionnel de santé pour faire votre prélèvement. Le prélèvement, majoritairement, il est négatif. Il n'y a pas de souci. Rarement, il est positif. Et s'il est positif, on nous demande de faire des examens complémentaires pour voir effectivement s'il y a déjà des lésions en place et donc intervenir assez rapidement. Donc, lorsque c'est un frottis cervico-utérin, quand c'est négatif, vous revenez tous les 3 ans. Et lorsque c'est un frottis HPV, quand c'est négatif, vous refaites l'examen tous les 5 ans. Et quand c'est positif, évidemment, vous avez un suivi spécialisé, et prise en charge par le gynécologue. Voilà. Et si vous faites cela, c'est sûr que vous allez aller mieux, vous allez vous prendre en charge, vous allez booster votre santé, vous allez dégager en fait de ces pathologies qui ne devraient plus exister si chaque femme réagissait et chaque femme faisait son dépistage. Je vous remercie, je suis donc disponible pour toutes les questions. Alors, merci beaucoup, docteur. C'était très clair, très intéressant. Donc, nous allons maintenant poursuivre en répondant aux questions que vous nous avez posées. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours l'occasion de le faire sur l'onglet discussion. Et nous aurons les questions qui vont remonter au fur et à mesure dans le fil d'actualité en temps réel. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poser vos questions.
Donc, j'ai commencé par la première question qu'on nous a posée. Donc, est-il vrai que le vaccin contre le papillomavirus ne peut être fait que très jeune? Oui, alors, on fait un vaccin pour, en fait, lorsqu'on n'est pas encore soumis en fait, à l'infection. Au départ, lorsque le vaccin a été mis en place, on vaccinait des jeunes filles entre 14 et 15 ans. On s'est rendu compte que, avec l'évolution de notre société, entre 14 et 15 ans, les jeunes filles avaient déjà eu des rapports sexuels et lorsque les virus sont déjà présents, la vaccination n'est pas très efficace. Donc, il faut en fait faire une vaccination avant d'avoir des rapports sexuels. C'est pourquoi on a rabaissé l'âge à 11 ans. Mais si une jeune fille a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel, on peut la vacciner. Mais on est sûr qu'à partir de 11 ans, au moins, évidemment, on pourrait avoir majoritairement des personnes qui, en fait, n'ont pas eu de rapport sexuel. C'est pourquoi on le fait à un âge aussi bas. D'ailleurs, on vaccine aussi des garçons. Mais bon, comme majoritairement, on a plutôt des cancers du col de l'utérus, alors les femmes se sentent plus concernées. Mais évidemment, si les hommes, les garçons ne portent pas le virus ou bien ne peuvent pas le transmettre, évidemment, on va aussi éviter les cols. Donc, il faut aussi vacciner les petits garçons. Aujourd'hui, majoritairement, c'est les petites filles qu'on vaccine. Alors justement, on avait la question: «Est-il réservé aux femmes?» donc vous venez d'y répondre, donc c'est très bien. J'ai une autre question où on nous dit: «Quels sont les symptômes?» Alors, généralement, il ne faut pas, bon, il faut pas arriver aux symptômes, en fait. Notre objectif, c'est que justement, on n'ait pas de symptômes parce que comme tous les cancers, c'est comme ça, c'est pourquoi le cancer est grave aujourd'hui. Et quelquefois, évidemment, ça fait peur parce que quand un cancer commence à avoir des signes ou des symptômes, c'est-à-dire que ça veut dire que la maladie a un stade assez avancé et quelquefois est localisée ailleurs. Donc, le cancer qui est au niveau du col, il tue parce que quand il commence à avoir des symptômes, il est localisé ailleurs, au niveau du foie, peut-être du cerveau, ou un autre organe. Et donc, on parle de métastase, cancer généralisé. Et la prise en charge des cancers généralisés, quel que soit le cancer, devient très compliqué. C'est ce qui fait que le cancer tue. Donc, normalement, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes. C'est pourquoi souvent on fait le test chez des personnes apparemment en bonne santé. Maintenant, évidemment, les quelques symptômes qui arrivent, on peut avoir des douleurs, comme si on avait des règles douloureuses, des choses comme ça, des douleurs, parce qu'il y a une lésion au niveau du col, donc on a des douleurs. Très souvent, c'est des saignements, hein, peut-être après des rapports sexuels ou pas, on peut avoir des saignements, comme si on avait des règles, un peu enfin. Ce sont essentiellement ces deux symptômes qu'on a, soit des saignements, soit des douleurs, soit les deux. Et ça veut dire quand même déjà que le col est quand même assez touché. Une autre question qui est, quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour réduire le risque justement de ce cancer et quels sont les facteurs qui peuvent favoriser au contraire? Alors, le risque, c'est peut-être pour réduire les risques, il faut peut-être évidemment avoir, on va dire, des rapports sexuels protégés. Et ça nous, c'est retenir que c'est les mêmes conditionnements, enfin, les mêmes réactions face à toutes les maladies sexuellement transmissibles. Protéger les rapports. Si on ne les protège pas, ben, il faut se dépister. C'est aussi simple que ça. On va dire s'abstenir, mais bon, c'est compliqué. On ne peut pas. Voilà. Donc, comme il y a des rapports sexuels, ben, il faut les protéger. Ça nous préserve de plusieurs maladies. Il faut se vacciner. Franchement, aujourd'hui, on a une idée de la vaccination et dès qu'on parle de vaccination, ça devient une catastrophe, c'est dommage, alors que la vaccination a sauvé des milliards de vies sur notre terre. Donc, il faut se faire vacciner contre ce virus. Et puis, ben, quand on n'a pas fait tout ça, ou même quand on a fait tout ça, il faut régulièrement se faire dépister. Tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on évitera sûrement, en fait, les catastrophes dues à cette maladie. Donc, voilà les moyens pour vraiment éviter ce cancer-là. D'accord. Une autre Vous avez parlé des question, on nous facteurs dit le favorisants. oui.
Oui, les facteurs favorisants. Bah, en fait, c'est l'inverse. Mais bon, si vous avez autre chose à ajouter. Non, essentiellement, c'est ça, hein. Mm. Comme je disais, bon, enfin, Bon, ben, donc, bon, il y a certains facteurs qui sont moins spécifiques lorsque vous avez peut-être une baisse immunitaire, donc vous êtes moins à vous défendre, vous êtes susceptible de faire mm, plus de maladies que les autres sur la Terre. Donc, si vous avez une infection et votre organisme réagit mal, donc vous pouvez évidemment faire plus rapidement la maladie qu'autre chose, mais dès que vous avez des rapports, eh bien, c'est bon, quoi. En fait, vous êtes susceptible d'attraper la maladie. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, le tabac aussi favorise, c'est comme si ça baisse un peu l'immunité, donc il favorise un peu plus l'infection et donc l'ancrage en fait de l'infection. Et si vous utilisez aussi pendant longtemps en fait des contraceptifs oraux, hein, hormonaux pour vous préserver, évidemment vous favorisez aussi un peu la durée de l'infection qui devrait en fait s'éliminer de manière naturelle, vous favorisez en fait cette durée d'infection. Après, c'est une maladie commune à toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc, comme je dis, eh si vous prenez des mesures pour éviter des maladies sexuellement transmissibles, évidemment, vous serez moins exposé. d'accord, merci. Donc, on nous dit aussi le virus est véhiculé donc par l'homme plutôt, mais est-ce que le partenaire, lui, a des chances, a des risques de cancer? Le partenaire. Alors, les hommes ont moins de Ouais. risques. On a vu tout à l'heure, hein, ils ne font la maladie qu'avec les organes en fait, qui sont utilisés dans les rapports sexuels. Donc, peut-être si un homme, majoritairement, on va dire des homosexuels, peut-être qui ont certains rapports au niveau anal, des choses comme ça, évidemment, ils peuvent aussi développer des cancers au niveau anal. Très rarement, on a en fait des pathologies, d'infections en fait, sexuellement transmissibles au niveau de la verge des hommes. Mais bon, ce n'est pas les plus courants. La pathologie la plus dominante et à 100% due à ce virus, c'est vraiment les cancers du col de l'utérus. D'accord. Qu'est-ce qu'une colposcopie? Une colposcopie, qu'est-ce que c'est une colposcopie? C'est une grande question. Bon, alors, une colposcopie, en fait, c'est un examen du col de l'utérus et du vagin, hein, ensemble. En fait, c'est juste un examen qui permet de détecter des lésions précancéreuses. Hein. L'examen se fait majoritairement par le gynécologue, bon, assez rarement, mais c'est uniquement presque par le gynécologue, avec un microscope de faible grossissement qu'on appelle, en fait, c'est ce microscope-là qu'on appelle le colposcope. Alors, avant cela, c'est comme si on va colorer, on va vous injecter un petit produit qui va colorer le col de l'utérus. Et puis, avec le microscope, on va aller regarder et on va voir s'il y a une différence de coloration de certains endroits du col de l'utérus. Et lorsque on remarque cette différence de coloration, on se dit qu'à l'endroit où la coloration est peut-être un peu plus foncée, il y a donc quelque chose, il y a peut-être une fixation, il y a une réaction des cellules du col là, et on en profite donc pour faire un prélèvement des cellules de ce col là pour vraiment l'examiner. En gros, c'est ça. La colposcopie, c'est vraiment essentiellement ça. Donc, on va mettre un colorant, on va ajouter un deuxième colorant. Et donc, il y a deux colorants et ça va effectivement nous donner une certaine couleur. Logiquement, la couleur normale, quand il n'y a rien du col, c'est rose un peu pâle là. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui réagit, on a une autre couleur un peu plus foncée et qu'on découvre tout de suite ou un peu plus violet en fonction du produit. Et là, effectivement, le gynécologue va vous faire un prélèvement qui va adresser donc au centre anatomopathologie et qui va donc examiner pour voir si les cellules qui sont en place n'ont pas déjà commencé à être transformées, à être soit cancéreuses ou en tout cas à être précancéreuses.
Donc cet examen, il se fait après avoir fait le frottis? Oui, alors on ne fait pas directement une colposcopie. Hein. Le premier examen, c'est de faire un frottis cervico-utérin ou un frottis pour recherche test HPV. C'est lorsqu'on a une positivité en fait de ce frottis qu'on fait une deuxième, c'est comme si on passait une deuxième étape, on fait une colposcopie. Et lorsque la colposcopie est positive, c'est-à-dire qu'elle met en exergue, on découvre en fait des cellules cancéreuses ou précancéreuses, on va vous confier à un gynécologue chirurgien pour vous faire en fait le complément d'examen ou l'acte qu'il faut, voilà, pour vous épargner l'arrivée de ce cancer. Alors j'ai une question où on me demande, quand on a un stérilet, oui, est-ce que dans l'avenir ça peut provoquer le cancer du col de l'utérus? Alors, le stérilet, comme je viens de le dire, le cancer du col de l'utérus, c'est 100% l'infection HPV. Donc, que vous ayez un stérilet ou Mmh, pas, ça n'a aucun rapport. Vous pouvez ça avoir change votre rien. stérilet, voilà. Mais si vous n'avez pas le stérilet ou que vous l'avez, si vous êtes régulièrement infecté et par malchance, vous avez dans ces infections ce type de virus à haut risque, eh bien, mais vous êtes susceptible d'avoir le cancer du col. Mais majoritairement, quand même, l'organisme, vous voyez, il y a 3000 cas pour toutes ces personnes en France qui ont des rapports sexuels. Donc, normalement, l'organisme essaie d'éliminer, de combattre et d'éliminer le virus. Mais pour certaines personnes, malheureusement, les 3000 chaque année, eh bien, on aboutit à un cancer. Mais le stérilet n'est pas du tout en cause. Alors j'ai une personne qui revient sur Et la tout à l'heure, je voulais vaccination. dire, Oh pardon, excusez, excusez-moi. j'arrive juste pour la colposcopie. Lorsqu'on vous le fait, comme Oui, on arrive à aller prélever carrément le col, ben, vous pouvez avoir dans les jours qui suivent quelques douleurs ou quelques saignements. Ce n'est pas bien grave, mais ça va passer. d'accord. Voilà. Donc j'ai une personne qui revient sur la vaccination justement et qui dit que c'est très controversé comme tous les vaccins, hein. Donc est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, La vaccination, il alors peut je y n'ai pas avoir compris des bien. Il y alors avait un doute, il y avait une peur, c'est concernant ça, la une crainte. vaccination, oui, en fait, c'est vrai qu'on entend parfois que c'est controversé, qu'il peut y avoir des effets secondaires, mais vous en avez parlé tout à l'heure que donc est-ce que vous pouvez dire par rapport Alors à ça? oui, en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, on a eu quelques réactions. Franchement, par exemple, depuis un moment en France, il y a certains parents qui ne veulent plus vacciner contre la rougeole. Et en 2018, on a eu 10 enfants en France qui sont morts de la rougeole. Ce n'était pas arrivé depuis, on va dire, 15, 20 ans passés. Voilà, parce que bon, on commence à mettre un doute sur tout ce qu'on a gagné en espérance de vie à cause de tous ces vaccins que nous avons. Donc, évidemment, chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, il y a des réactions. Et puis, comme la technologie avance de plus en plus, on commence à fabriquer ces vaccins de plus en plus rapidement et ben, on les remet en cause. Certaines personnes ont eu quelques maladies, évidemment, suite à… Alors, ce n'est pas sûr encore, il n'y a aucune étude, en fait, qui a démontré une seule fois qu'il y a eu des maladies qui sont arrivées après les vaccinations. Il y a eu des suspicions, mais aucune étude n'a confirmé. Hein, donc, on parle voilà, de certaines complications dues à les vaccins. Il y a eu quelques réactions allergiques, évidemment, parce que les vaccins sont conditionnés, il y a quelques produits. Donc, c'est des produits où vous pouvez réagir simplement lorsque le printemps arrive, tout simplement, avec les granulés. Il y a certaines personnes qui réagissent plus. Donc, chaque fois qu'il y a une vaccination, évidemment, on s'attend qu'il y ait quand même quelques personnes qui aient des réactions. Souvent, ça ne dépasse pas 1%, même pas 0,1% de la population qui font des réactions par rapport à tous les biens que nous avons. Et franchement, c'est dommage qu'on puisse réagir comme ça. Et c'est vrai qu'au début, quand il y a eu la vaccination contre le papillomavirus, quelques personnes se sont plaintes parce qu'on n'avait pas de recul. Mais là, ça fait 10 années, il n'y a pas eu une seule réaction négative contre ce vaccin à ce jour. Aucune. Donc, pour ce vaccin, je ne parle pas des autres. Hein, je ne veux pas rentrer dans la polémique que nous traversons aujourd'hui, des choses comme ça, pour les vaccins qui sont en cours. Mais pour le papillomavirus, ben, il faut le faire. Merci docteur.
Peut-on faire le frottis après 65 ans? Oui, ben, pas dans le cadre du dépistage organisé, parce que nous, comme on sait Mm. que le taux, enfin, le pic, on va dire, des femmes avec cancer, c'est 56 ans. Nous ciblons une population de 25 à 65 ans. Il n'y a pas eu pour faire des programmes de dépistage organisés, c'est-à-dire sur tout un territoire avec une mise en place, tout ça, il faut faire des études auparavant et il n'y a jamais eu d'études sur la population au-delà de 65 ans. Mais les personnes meurent de cancer du col de l'utérus après 65 ans, ça c'est sûr. Donc, si vous avez eu l'habitude de faire votre frottis, même si vous n'êtes plus dans le cadre de dépistage organisé, vous avez plus de 65 ans, vous pouvez demander toujours à votre praticien de vous le faire. C'est juste la prise en charge qui va changer, peut-être même pas. Voilà. Donc, mais dans le cadre du dépistage organisé, nous, on s'arrête à 65 ans. En fait, c'est 64 ans, 364 jours, c'est-à-dire à votre anniversaire de 65 ans, vous faites plus partie de notre programme. D'accord. Donc peut-être pour finir, on va poser une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire, docteur, ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui ont beaucoup de freins justement encore pour réaliser ce dépistage? Que ce soit la peur du résultat, de la douleur, la peur de la maladie, voilà, pour quelque raison que ce soit. Bon, alors, si elles m'écoutent, elles sont là, vous voyez que c'est simple. Hein? Bon, il y a peut-être un petit problème de pudeur pour certaines personnes, mais franchement, moi, ce que je veux dire, c'est que les gens ont souvent peur de résultats. C'est sûr que dès qu'on fait un examen alors qu'on est en bonne santé, c'est comme si on prévoit d'être malade. Et on ne peut pas prévoir naturellement, et on ne peut pas prévoir d'être malade. Parce que vous êtes en bonne santé, hein, apparemment, et vous allez faire un examen, on vous découvre quelque chose dont vous passez de bonne santé à très malade. Mais ce n'est pas l'examen qui vous a rendu malade. En fait, vous êtes malade, l'examen, en fait, vous sauve la vie. En fait, pour l'être humain, ce n'est pas le fait d'être malade, c'est le fait d'avoir des complications, un arrêt de toute activité et puis finalement d'en mourir. Donc, l'examen ne rend pas malade. L'examen sauve des malades éventuels. Quand vous nettoyez chez vous à la maison tous les jours, en fait, vous faites un acte de prévention pour ne pas avoir des réactions allergiques ou des infections à cause de ce qui est là. Quand on a un entretien d'un véhicule qu'on utilise tous les jours régulièrement, c'est pour ne pas qu'on ait des accidents, qu'on ait des problèmes, qu'on en meure. En fait, les programmes de dépistage, c'est un peu ça, mais ça nous concerne, nous, directement, physiquement. Et il faut le faire parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh bien, si vous avez une maladie, elle va se déclarer peut-être dans 2 ans, 4 ans, mais elle sera grave. Toutes les conséquences que vous voulez éviter, vous allez les avoir et puis peut-être malheureusement, vous allez aller à la mort. Donc, vous allez arrêter les activités. Alors qu'aujourd'hui, si vous faites un test de dépistage et que vous êtes malade, déjà pour le col, on vous découvre souvent des cellules précancéreuses, donc on agit tout de suite, vous ne tombez même pas malade, et vous n'avez plus de cancer, ou bien vous avez un cancer au début, on intervient et ce sont des interventions pas compliquées. Vous retrouvez votre bonne santé, et j'en connais des amis qui ont eu un cancer du col de l'utérus, mais qu'on a dépisté, qui vivent une vie correcte, normale, sans problème aujourd'hui, parce qu'ils ont juste fait un dépistage plutôt. Donc, c'est ça, en fait, finalement. Il y a quelques années, il y a eu la grippe espagnole, ça tuait des millions de personnes. On avait peur. Dès que vous avez une grippe, c'est la catastrophe. Tout le monde s'éloigne de vous. Aujourd'hui, on n'a plus peur de la grippe parce qu'on a ciblé une population plus à risque, on vaccine, on sait un peu les complications qui arrivent. Donc, on en parle en rigolant. Oh, j'ai eu une grippe la semaine dernière, ça m'a fatigué un peu, c'est fini. Évidemment, si toutes les personnes réagissaient comme ça pour le cancer, on n'allait plus avoir cette hantise-là, cette peur. Oh, dès qu'on dit cancer, on voit tout de suite la mort. La prise en charge a tellement évolué et avec le dépistage, on est presque garanti à 100% qu'on sera guéri. Donc, je vous conseille, faites-le. Souvent, on n'a pas le temps, mais si vous n'avez pas le temps, ce pourquoi vous n'avez pas le temps, vous risquez de perdre tout cela lorsque la maladie va se déclarer. Donc, faites vos examens maintenant. Comme ça, vous aurez le temps pour faire toutes vos occupations. Franchement, c'est tout bénéf à 100%. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. J'ai réfléchi, j'ai essayé de voir un peu. Je dis, c'est dommage que certaines personnes ne se fassent pas dépister.
Merci beaucoup, docteur. En tout cas, c'est très clair. Merci pour votre participation, votre intervention. Ça va être maintenant le moment de conclure. On a fait le tour de toutes les questions. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et avoir levé les freins justement pour que vous puissiez faire ce dépistage si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle qu'à partir de demain, vous retrouverez en replay, ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Vous pouvez en parler autour de vous. Il y a aussi, tous les webinaires que nous avons déjà organisés sur différents thèmes de prévention et autres. Il y aura aussi un replay à partir de la semaine prochaine, sur un webinaire qui est intitulé «Je travaille et je reste en mouvement». C'est un rapport avec la semaine pour la qualité de vie au travail et ça parle des activités physiques. Suite, à ce webinaire, quand vous aurez fermé la fenêtre, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Moi, je vous encourage à le compléter, à nous le retourner et surtout à nous faire part de vos remarques et des thèmes que vous aimeriez voir abordés, lors de prochains webinaires. Donc là, c'est pas voilà, comme vous le voyez, organise régulièrement des webinaires. D'ailleurs, le prochain, ça sera le 6 juillet 2021 sur la thématique, de la maternité. J'attends un enfant et ça sera présenté en partenariat avec, la CAF, la PMI et l'Ordre des sages-femmes libérales. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous toutes. Au revoir.